Donc on est parti pour le Creepy Story. Nous sommes le 25 octobre 1941 en Dordogne, dans un petit village qui s'appelle Escoir et où se situe un très beau château. Voilà. C'est une zone qui, à ce moment-là, je le rappelle, nous sommes en 1941, qui est en zone libre, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a des zones libres ou non, dues à l'invasion des Allemands. Donc il est 9h, au moment des faits, du début de cette histoire. Et en fait, il y a une jeune femme qui va se présenter au château. Elle a 16 ans et elle s'appelle Jeanne Valade. Et en fait, tout simplement, la famille qui vit dans le château, qui est la famille Girard, a commandé à son père de beaux poulets pour le repas du midi que la bonne doit préparer. Donc, tout simplement, elle doit juste les déposer et s'en aller. Donc elle arrive et elle a l'habitude de venir au château. Donc elle rentre dans la cour et elle arrive à l'arrière droit du château, là où se situe la cuisine avec la porte, et elle toque. On n'est pas des animaux quand même. Donc elle toque, et en fait, elle s'aperçoit tout simplement que personne ne lui répond. Personne ne vient l'ouvrir. Bon, elle décide du coup de rentrer, parce qu'elle voulait juste déposer les poulets et s'en aller, je le rappelle. Donc elle rentre dans la cuisine, et donc elle s'annonce quand même en disant « Bonjour, je viens juste déposer les poulets pour ce midi, et voilà. » Et personne ne répond. Mais là, ce qui est encore plus bizarre, c'est que, je le rappelle, c'est un château où vit une famille, dont on parlera plus tard, et il n'y a aucun bruit. Pas de bruit de pas, pas de personnes qui discutent, aucun bruit, c'est silencieux comme s'il n'y avait personne. Donc bon, elle pose les poulets, mais elle se dit, bon, je pense qu'il y a un peu de curiosité aussi, parce qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'aller dans les autres parties du château, donc elle décide quand même d'aller un peu se promener. Et là, deuxième truc bizarre, il y a des meubles renversés, des chaises qui semblent avoir été envoyées valser à l'autre bout de la pièce. Elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en même temps, je pense qu'elle essaye un petit peu de rationaliser. Et elle va se rendre en fait dans une sorte de petit salon qui a été transformé en chambre concernant une personne qui vit au château, qui est Amélie Girard, qui est l'une des propriétaires du château. Donc c'est devenu sa chambre. Et donc elle s'y rend, et en fait, là, elle tombe nez à nez avec un lit gorgé de sang. Très clairement. Le lit est rempli de sang, il y a du sang partout, au plafond, sur les murs, par terre, c'est incroyable. Et sur le côté du lit, il y a juste 2 jambes qui dépassent. Et là, je pense que elle s'attendait pas trop à ça, et que son cerveau a fait un peu un mécanisme de protection, et elle a dit « Ok, je pense simplement que c'est une statue qui a dû être posée là, je m'en vais !» Voilà. Donc elle est partie du château. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à cette pauvre ado qui tombe face à un truc comme ça? Je ne pense pas. Donc elle décide tout simplement de partir et de rentrer chez elle. Voilà. Donc elle va quand même en parler à son père, qui va quand même décider d'aller alerter quelqu'un au village, parce que c'est quand même un peu bizarre et qu'il y a forcément quelque chose qui s'y est passé, mais disons qu'eux, ils veulent pas trop se mêler. Je le rappelle quand même, une famille qui veut au château, ça veut dire que c'est une famille d'un milieu aisé. Eux, c'est un peu les paysans du coin. S'ils se retrouvent mêlés plus ou moins de ce genre d'histoire, ils savent très bien comment ça se finit. Donc, voilà, ça s'arrête là. Et là, il y a une autre famille, en fait, qui va intervenir dans cette histoire. C'est la famille Tolu. Donc la famille Tolu, en fait, c'est les voisins du château. Mais ils travaillent aussi pour les propriétaires du château. Donc ils ont l'habitude, en fait, d'aller dans le château. Ils connaissent le château parce qu'ils ont l'habitude de l'entretenir, de gérer l'entretien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, ils vont entendre des hurlements. Mais des hurlements de quelqu'un qui appelle au secours. Et donc là, ça va être d'abord Victoria Tolu, donc la mère de famille, qui va se rendre en courant au château, parce qu'elle va tout de suite comprendre que quelqu'un a besoin d'aide. Romain Tolu, le père de famille, va la rejoindre un peu plus tard. Pas longtemps après, mais il a passé une très mauvaise nuit, ce monsieur, puisqu'en fait, il a eu une gastro, et donc il n'a pas dormi la nuit, donc il n'est pas très en forme, donc c'est sa femme qui prend les devants, et lui la rejoint après. Et elle va tomber, en fait, nez à nez, avec notre protagoniste principal. Donc, je vais vous le montrer.
Henri Girard, une des personnes de la famille qui loge au château. Et en fait, elle arrive, il est livide, il est complètement paniqué, il est tout blanc. Et en fait, il va lui dire, venez voir, ils sont tous tués. Donc, Henri Girard, c'est un jeune homme de 24 ans à ce moment-là. Et donc, en fait, il va prendre Victoria, donc la mère de famille, et l'emmener voir dans la chambre d'Amélie Girard, qui, vis-à-vis de lui, c'est sa tante. Et donc là, en fait, Victoria, elle devient livide aussi. Elle tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme quand même qu'elle connaît, qui apparemment est dans un état pitoyable. Il va l'emmener ensuite dans la chambre de son père, qui est Georges Girard, donc une autre chambre, où là, il est lui aussi dans le même état, avec du sang partout. Et dans la même pièce, donc dans la même chambre, il y a la bonne, qui s'appelle Louise, qui a subi le même sort. Alors, très clairement, on en reparlera plus tard, mais je pense que malheureusement, cette femme-là, c'est un dommage collatéral. Je pense pas qu'elle était du tout visée par ce crime, mais qu'elle s'est retrouvée là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, concrètement, je vais pas vous mentir, cette femme-là, c'est une femme qui n'a jamais vu de cadavre de sa vie, encore moins dans un tel état, donc elle sait pas trop quoi faire. Son mari arrive. Donc là, c'est son mari qui va prendre un peu le relais. Elle, finalement, en fait, elle va repartir chez elle. Je pense qu'elle est complètement traumatisée. Et en fait, on va trouver dans la chambre de Louise, donc la bonne. Donc ce n'était pas la chambre où elle a été retrouvée, mais donc dans sa chambre à elle, on va retrouver une serpe. Alors une serpe, pour vous expliquer ce que c'est comme une espèce de mini... Enfin une mini faucheuse qui à la base est utilisée pour couper les arbres. Et finalement, c'est ce qui aura servi à tuer ces 3 personnes. Donc c'est quand même hyper violent. Et surtout, vous ne mourrez pas sur le coup. Donc c'est-à-dire que c'est un bain de sang qui a eu lieu, en fait. Donc voilà comment débute notre histoire. Donc, Henri est le seul survivant de ce massacre. Puisque lui, cette nuit-là, dormait dans le château. Mais il n'y a eu que son père, sa tante et la bonne qui ont été tués, mais pas lui. Coup de chance, peut-être. On le verra par la suite. Je vais quand même vous montrer le château, que je trouve très beau, quand même. Donc ça, c'est le château. Donc apparemment, qui est toujours en état, de ce que j'ai compris en Dordogne. Qui est très très beau, quand même, on peut dire. Grand château, quoi. Donc ça, c'est le château en question. Donc on va garder surtout Henri, parce que c'est lui qui va être notre protagoniste principal et qui va nous être très utile pour le reste des événements. Donc l'enquête commence et bon, vous vous en doutez, comme je vous l'ai expliqué, Esquire, c'est un tout petit village. Donc la nouvelle fait grand bruit. Tout le monde est au courant du massacre au château. Tout le monde connaît la famille qui vit au château pour la simple et bonne raison que quand ils viennent en visite, ils font travailler tous les artisans, tous les paysans, les chasseurs, etc. De la région et du village. Et donc là, on va avoir un premier intervenant qui va arriver, c'est le maire de la ville d'Esquire, qui est Alphonse Palem, qui lui va arriver sur les lieux et va envoyer quelqu'un chercher un docteur pour venir voir un peu les corps et faire les autopsies. Donc quand il arrive, je vous l'avais expliqué, Victoria, elle est retournée chez elle. Et son mari, lui, il est parti donner l'alerte dans le village. Je vous rappelle qu'on est en 1940, d'accord. Donc, pourquoi il a été alerté tout le village, on ne sait pas, mais on est en 1940, d'accord. Et là, premier événement un peu chelou, c'est que le maire, quand il arrive, il tombe sur Henri, qui a pas l'air d'être si mal que ça, d'accord, qui est assis sur les marches du château, en train de fumer une cigarette. Mais encore une fois, je le rappelle, il vient quand même de perdre sa tante, son oncle, et une servante, certes, mais servante qu'il a depuis sa naissance. Donc quand même, finalement, plus ou moins un membre de la famille. Donc le maire, il trouve ça un petit peu bizarre. Et Henri refuse de retourner à l'intérieur du château pour montrer les corps au maire. Donc le maire rentre tout seul. Alors c'est-à-dire, ok, Victoria est rentrée dans le château. Henri est rentré dans le château. Jeanne est rentrée dans le château. Au niveau de l'ADN, heureusement qu'il n'y en avait pas à cette époque-là. Parce que là, c'était faussé x 1000, d'accord? C'était vraiment...
Et donc, bah, le maire va faire un peu les constatations, et lorsqu'il ressort, il tombe, bah, encore une fois, nez à nez avec Henri qui n'a pas bougé, mais cette fois-ci, il n'est plus avec une cigarette, mais avec une bouteille d'alcool très forte, en train de la boire carrément au goulot, devant une ribambelle de villageois qui sont venus, suite à l'annonce faite par Romain Tolu, bah, voir ce qui se passe, en fait. Et encore une fois, les villageois vont se donner à cœur joie, c'est même pas fait exprès, d'aller voir dans le château ce qui se passe, d'accord? Il n'y a pas cette histoire de on clôture la scène du crime, etc. Encore une fois, on est en 1941. Très clairement, tout le monde veut voir de ses yeux ce qui s'est passé. Même si honnêtement, moi, j'aurais pas voulu voir, ok? Et donc, bah là, c'est pareil, les gens ont un peu la même réaction que le maire, c'est qu'ils n'ont pas l'impression que Henri soit si perturbé que ça par la mort de ses proches. Et le maire, bah, première réaction qu'il a, c'est donc là, toi, tu dormais ici cette nuit et tu n'as rien entendu. Sachant que, comme je vous l'ai expliqué, se faire tuer par une serpe, tu ne meurs pas instantanément. D'accord? C'est pas une balle dans la tête. Donc tu cries. D'accord? Tu cries de douleur. Et ils sont 3 à avoir crié de douleur. Et donc là, le maire lui dit, mais comment c'est possible que toi, tu n'aies rien entendu? 3 personnes qui hurlent dans le château à mort, tu n'entends rien. Et Henri, il va expliquer que bah non, il a rien pu entendre pour la simple et bonne raison que cette nuit-là, il n'a pas dormi dans sa chambre habituelle qui se trouvait effectivement pas loin des chambres où il y a eu le crime, mais qui se trouvait à l'autre bout du château dans une autre chambre. C'est quand même pas de chance. C'est quand même pas de chance que pile poil la nuit où sa famille se fait assassiner, il a décidé de dormir dans une autre chambre. On reviendra sur cet épisode-là un peu plus tard. Pour l'instant, c'est à garder de côté, d'accord? Donc là, il est 10h15, donc soit 1h15 après 1 heure à peu près, après que tout le monde ait été mis au courant. Et donc les gendarmes arrivent sur place qu'1 heure après. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gendarmes n'avaient pas forcément de voiture pour se déplacer, ils avaient beaucoup plus de vélos. Et donc en fait, la gendarmerie, enfin la brigade de gendarmerie la plus proche, elle était à 40 km du château. Donc il fallait le temps que les gendarmes ils arrivent. Déjà, ils ont fait 40 km de vélo, les mecs ils devaient être contents. Et quand les gendarmes arrivent, notre très cher Henri a disparu. Il n'est plus là. Personne ne l'a vu partir, personne ne lui a demandé où il allait, il n'est plus là. Pareil, pour l'instant, c'est pas une info qui va nous être importante à l'instant T, mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc bah, les premières constatations qui vont être faites, c'est que déjà toutes les portes du château sont ouvertes. Ça veut dire que la personne qui a fait ça, qui a effectué le massacre, vraiment, elle a tout fouillé. Et puis je rappelle que les meubles ont été renversés, que les tiroirs ont été retirés et jetés par terre, donc il y a eu des fouilles de fait quand même. Donc ça veut dire que quelqu'un a vraiment fouillé le château. Donc là, bah, l'hypothèse numéro 1, comme dans beaucoup d'affaires, même maintenant, hein, est-ce que ce serait pas un cambriolage qui a mal tourné? Est-ce qu'un tueur ne se serait pas introduit et malheureusement, il est tombé nez à nez peut-être avec la tante ou le père, et puis bim bam boum, il a bégayé et ils se sont tués. Bon. Hypothèse numéro 1, on est à l'époque, et puis en soi ça pourrait se tenir parce que c'est une famille riche, et que bah c'est souvent le cas, il y a beaucoup de personnes qui envient ce genre de famille, et surtout dans des périodes de guerre où les gens bah, ont pas forcément d'argent, voire pas du tout. Et donc, ils font une deuxième constatation, c'est que les 2 chambres où les 3 corps ont été retrouvés, donc la chambre du père et de la tante, sont très clairement gorgés de sang tous les deux. C'est-à-dire que ils sont pas dans leur... C'est-à-dire qu'ils ont été pris au dépourvu puisqu'ils devaient dormir, mais qu'ils sont à côté de leur lit. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même eu le temps de se débattre, d'essayer de se défendre. Donc ils ont quand même vu les... Ils ont dû se faire réveiller de manière très brutale, mais ils ont quand même dû venir voir les choses. Et ce qu'on détermine, c'est pourquoi la servante a été là en pleine nuit dans la chambre de Georges, c'est qu'elle a certainement dû entendre Georges se faire attaquer. Et qu'elle s'est précipitée dans sa chambre pour lui venir en aide. Et malheureusement, bah, comme je vous l'ai expliqué, je pense que cette femme, bah, elle serait tout simplement pas venue. Peut-être qu'il lui serait rien arrivé. C'est triste à dire, mais voilà. Après, on va pas refaire le monde. Mais je pense que malheureusement, c'était pas la cible principale. C'est qu'une... Enfin, c'est pas méchant, mais c'est qu'une bonne à l'époque. Personne n'avait rien à tirer de cette femme-là, quoi. Et là, bah, y a une autre constatation qui est faite, c'est que justement, cette Louise, tous les soirs... Parce qu'au moment du meurtre, on est fin octobre.
tous les soirs, elle fait le tour du château pour vérifier que les fenêtres et les portes sont fermées. Parce qu'il fait très froid et que du coup, bah, on évite de laisser rentrer l'air froid au maximum, sachant que je vous le rappelle, en plus on a un château, donc c'est hyper compliqué à chauffer. Donc elle fait vraiment le tour. Donc ça veut dire que potentiellement, l'assassin se serait introduit la journée, se serait caché dans l'habitation pendant que tout le monde faisait ses vaquer à ses occupations, et que le soir, une fois que tout le monde était endormi, bah, il soit sorti de sa cachette pour attaquer tout le monde. Pourquoi? Parce que les gendarmes ne trouveront aucune trace d'effraction, nulle part. Donc soit la personne a réussi à s'introduire la journée dans le château quand les portes sont potentiellement ouvertes, soit c'est quelqu'un qui est du château. Notre collègue ici présent. Et donc en fait, après dans la foulée, le médecin de ville arrive. Oui, parce qu'il n'y avait pas de médecin qui fait les autopsies exprès. Voilà, c'est le médecin qui te soigne une gastro qui après vient te faire l'autopsie. Et donc, bah, encore une fois, tout ce qui est stérile, enfin pièces stériles, etc., on oublie. L'autopsie est pratiquée sur la table de la cuisine du château. Voilà, donc les corps des personnes décédées sont autopsiés sur la table de la cuisine du château. Voilà. Et donc pour lui, il n'y a pas de doute, la serpe, elle a bien été utilisée pour les trois. Il va expliquer que ils sont morts relativement rapidement parce que les coups ont d'abord été portés à la tête, mais qu'il y a quand même des coups sur le corps, ce qui veut dire qu'ils ont essayé, malgré tout, de se défendre. Voilà. Amélie et Louise, donc la tante et la bonne, auront même un doigt chacune de couper. Ce qui prouve quand même qu'elles ont essayé de s'en sortir. Ça pareil, l'heure du décès va être calculée en fonction de la digestion du repas du soir. Et donc ils vont estimer que les crimes ont été commis entre 22 et 23 heures. Parce qu'à cette époque-là, on mangeait à peu près à 19 heures, donc en gros, c'est dans ces eaux-là. Et là, que se passe-t-il? Mais notre copain Henri revient. Revient au château. Et en fait, il était tout simplement parti se promener. Voilà, petite promenade pour s'aérer l'esprit, pour se calmer un petit peu. Voilà. Donc là, bah, les gendarmes en profitent de son retour pour lui demander un petit peu ce qui s'est passé la veille du meurtre, quel a été l'emploi du temps, les activités de la famille, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu pas normal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des histoires en cours? Enfin voilà, il pose un peu les questions habituelles. Et donc, il va expliquer que bah, son père, Georges, lui, il est arrivé le 24 octobre par train à 7 h du matin. Sa tante a été arrivée un tout petit peu avant lui, quelques jours avant, et que la servante, bah, elle a été au quotidien dans le château. Il explique que la journée s'est passée normalement, que le soir, ils ont dîné vers 19 h 30. Pareil, tout s'est bien passé. Que le soir, son père est allé se coucher relativement tôt. Que lui, il est resté discuter un petit peu avec sa tante. Qu'il a été se coucher vers 23 h, qu'il a lu un bouquin environ jusqu'à minuit, et qu'à minuit, extinction des feux. Ce qui veut dire que l'heure déterminée des crimes, c'est entre 22 et 23 h, sauf qu'entre 22 et 23 h, Henri était censé discuter avec sa tante. Déjà, c'est pas terrible. Bref. Il se réveille le lendemain matin, à 9 h, il se fait une petite toilette, et là, bim, bam, boum, il descend, et il tombe sur les 3 cadavres. Enfin, sur les 3 cadavres. Il trouve les 3 cadavres. Et donc là, les gendarmes, bah du coup, ils apprennent aussi qu'il n'a pas dormi dans sa chambre d'enfance, où il avait l'habitude de dormir, mais qu'il a dormi dans la chambre à l'autre bout du château. Et donc, ils vont lui dire, mais pourquoi? Pourquoi spécialement cette nuit-là, vous avez dormi dans une autre chambre? Et donc, Henri va expliquer que quelques semaines auparavant, il y a des réfugiés de guerre qui sont venus dormir au château. Et que donc, ils ont dormi dans sa chambre à lui, et qu'il est tout simplement hors de question pour lui de dormir dans la même chambre que des réfugiés de guerre parce qu'il a trop peur d'attraper une maladie, etc. Donc il attendait que la chambre soit désinfectée pour y retourner. Alors moi personnellement j'ai vu passer une information qui disait que même la chambre où lui il a dormi cette nuit-là avait aussi hébergé des réfugiés. Donc du coup son truc de je veux pas dormir dans une chambre sale, ça marche pas trop puisque du coup la chambre où il a aussi dormi, il y avait aussi eu des réfugiés. Et donc Romain Tolu, le voisin de la famille, va rejoindre les gendarmes et leur expliquer qu'il a trouvé un portefeuille qui se trouvait dans la cour du château, et un porte-monnaie, et une autre fermière
va, elle aussi, ramener plus tard un foulard et un porte-monnaie qui s'avèrent, tous ces objets-là s'avèrent appartenir à la famille qui finalement ont été un peu éparpillés en dehors du château. Sachant que à côté de la bâtisse, il y a une forêt. Et donc c'est tout à fait possible que le tueur soit venu et fait ses crimes et soit parti en courant. Et quand partant en courant, hop, le portefeuille et tout ça ait pu glisser de sa poche. Même si vous y conviendrez qu'à l'époque, s'il a volé, il est venu pour cambrioler et voler de l'argent et qu'il repart sans l'argent, c'est quand même un peu bête. Parce que forcément dans les portefeuilles, il y avait l'argent. Et donc les gendarmes, ils ont du mal à croire un petit peu à cette histoire de Henri qui dort dans une chambre, qui n'entend rien, alors qu'il y a 3 personnes qui se font massacrer. Donc ils vont faire un test. On ne critique pas, c'est le test de l'époque, d'accord? Les gendarmes, une partie des gendarmes vont rester avec Henri dans sa chambre, et une autre partie des gendarmes vont aller dans les 2 chambres où il y a eu les crimes. Et le but, c'est que les gendarmes dans ces chambres fassent le maximum de bruit, en fait, hurlent, voilà, vraiment fassent le plus de boucan possible pour voir si vraiment, de la chambre d'Henri, on n'entend rien du tout. Et que vraiment, pour le coup, même s'il était là et éveillé, il n'est vraiment rien entendu. Et bah c'est vrai, il a pas menti. Les gendarmes vont constater effectivement qu'ils n'entendent rien de la chambre. Après, vous remarquerez quand même que la taille du château, quand même, il est vachement en longueur. Donc effectivement, si ça se passe tout à droite et que lui, il est tout à gauche, évidemment qu'il va rien entendre. En tout cas, ce que constatent les gendarmes, c'est qu'il dit vrai. C'est que même si ils ont hurlé à la mort, il n'a rien pu entendre de son lit. Déjà. Là, on va avoir une petite description un petit peu de la famille. Et là, on va se rendre compte que c'est pas une famille très clean. Je vous explique. Henri, déjà, il n'est pas très apprécié par les villageois et d'autres personnes. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, les villageois le décrivent comme quelqu'un d'extrêmement feignant, qui ne veut pas travailler et qui est très content d'être entretenu par sa tante et son père. Voilà. Lui, il n'a pas envie de travailler, ça ne l'intéresse pas. Georges, donc le père de famille, est propriétaire des châteaux. Donc, comme vous l'avez compris, il est propriétaire avec sa sœur. Lui est veuf depuis 1926, donc Henri n'a plus de maman. Mais ce mariage a été extrêmement mal perçu, parce qu'en fait, Georges était déjà un monsieur de la haute, si on peut dire ça comme ça, et il s'est marié, il a eu un enfant avec une femme d'un milieu beaucoup moins aisé. Donc, vous savez ce que ça donne à l'époque, mais il était vraiment très amoureux d'elle. Donc, malgré les réticences des 2 familles, apparemment, autant de sa femme que de lui, ils se sont quand même mariés, mais ils ne se sont pas mariés à l'église, mais ils ont fait un mariage civil, donc ça a été encore moins accepté, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le mariage à l'église qui comptait. Et ce qui va se passer, c'est que Georges, à un moment donné, va être réquisitionné un petit peu pour la guerre, etc. Et apparemment, il va y avoir des mots très durs qui vont être prononcés, notamment de sa famille, qui vont lui dire « Ne t'inquiète pas, s'il t'arrive quelque chose, on s'occupera de ton bâtard ». En parlant du coup d'Henri, puisque du coup, ils n'ont jamais considéré cet enfant comme légitime, puisqu'ils l'ont eu en n'étant pas mariés religieusement. Voilà, on critique pas, c'était l'époque, c'était autre chose, il y a encore même des gens qui pensent ça maintenant, mais voilà, c'est autre chose. Donc ça va être très, très compliqué, et en fait, la femme de Georges et mère d'Henri va tomber très gravement malade, elle va se choper la tuberculose. Donc vous vous doutez bien que c'est une maladie extrêmement agressive, encore plus pour l'époque. Et de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai fait dans mes recherches, c'est que la famille d'Henri n'a pas voulu aider financièrement Georges. Enfin, la famille d'Henri, les grands-parents, n'ont pas voulu aider Georges financièrement pour essayer de la soigner. Et donc sa femme va mourir en 1926 de la tuberculose dans un sanatorium. Et il en voudra toujours à sa famille de ne pas avoir essayer en fait de la soigner. Donc on saura plus tard que Georges en a énormément voulu et donc il s'est retrouvé tout seul à gérer un petit garçon et donc très clairement il va tout lui passer. Il va tout lui passer, sa tante ce sera pareil. Donc ce sera un enfant un petit peu pourri gâté qui va leur faire la misère en plus. Je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, c'est l'enfant turbulent qui fait des bêtises, qui fugue. Voilà, et donc à la base c'est un enfant qui est très pourri gâté parce qu'on veut lui faire oublier la mort de sa maman en fait. Voilà, c'est pas forcément le bon comportement, mais c'est la réaction qu'ils ont tous les deux, que ce soit la tante ou le père. Donc c'est un enfant qui va manquer de rien en fait. Pour le coup, à part d'une maman, mais en tout cas après il va être pourri gâté. Salut Queen, ça va et toi? Et merci Tocardinho pour le follow, comment vas-tu?
Donc, Georges, ensuite, est devenu écrivain et historien. Donc, il a une licence de lettres et il travaille du coup depuis 1937 à ce moment-là au service des archives du ministère des Affaires étrangères de Vichy. C'est super long. Je sais pas comment il écrit ça sur le CV, mais c'est super long, d'accord? Physiquement, pour un homme qui est quand même très aisé, hein, quand même, il est très riche, il fait extrêmement négligé. Voire même, les gens le décriront comme quelqu'un de crasseux. Vraiment quelqu'un qui ne prend pas son lit et pas très propre sur lui, en fait. Et donc maintenant, on va passer du coup à la tante, donc Amélie, donc qui est la sœur de Georges. Et donc qui est très proche de son frère et qui l'aide du coup à gérer un peu tout ce qui est la fortune familiale. C'est une femme peu chère qui est décrite en fait comme une femme, une vieille fille. Voilà. En fait, elle a jamais réussi à trouver de mari. Après, il faut dire qu'aussi l'époque n'était pas non plus, puisque bah au moment de la Seconde Guerre mondiale, les 3/4 des hommes étaient à la guerre. Les 3/4 sont morts aussi. Donc c'était très compliqué. Et donc elle n'a jamais réussi à trouver de mari. Et elle a un peu abandonné l'idée. Et donc elle vit à Paris. Et de temps en temps, bah, elle vient un petit peu à Escoir au château. Mais elle y vient très peu. Parce que je pense qu'avec les années, sa relation avec son neveu s'est dégradée. Honnêtement, je pense qu'elle l'aimait beaucoup. Mais que plus ça allait, plus ça n'allait plus, clairement. Et Henri, apparemment, avait tendance à se moquer de sa tante, justement, parce que bah, elle n'avait pas réussi à trouver de mari. Et donc, apparemment, il avait tendance à la taquiner un peu là-dessus, ce qui est un petit peu dégueulasse, quand même, comme réflexion, mais voilà. Et donc, voilà, c'est une femme plutôt gentille, voilà, rien de spécial, voilà, juste une femme seule, mais voilà, qui est très proche de sa famille, quand même. Et là, on passe à Henri, notre pépite, qui est, en fait, un homme extrêmement, enfin, jeune homme à l'époque, très intelligent. Il a quand même fait des études en droit, il a obtenu son diplôme en droit, mais il a aussi conscience que, bah, très clairement, la fortune de son père et de sa tante lui suffisent largement pour vivre au quotidien. Pourquoi il s'embêterait à travailler, en fait? Donc lui, bah, il a décidé, malgré tout, malgré le fait qu'il soit intelligent et qu'il ait les capacités lui-même à devenir riche aussi, de ne pas travailler, de demander de l'argent à papa et à sa tante de temps en temps, pour ses beuveries, pour ses sorties, pour tout, voilà. Donc on sait qu'il a été marié très jeune, donc au moment des faits, il a 24 ans, il a été marié à 20 ans, avec une femme apparemment avec qui ça n'a pas duré. Ils ont très vite divorcé, et dans la foulée, il n'a pas décidé de se remarier tout de suite, il a surtout décidé de se taper des maîtresses à gauche, à droite, et ça lui va très bien. Voilà, il fait beaucoup de soirées dans son appartement parisien, donc au moins il peut faire un peu ce qu'il veut sans devoir de compte à personne. Voilà. Et donc, pourquoi cette famille s'est retrouvée au château? Puisque c'était une famille qui ne se réunissait jamais au château en plein hiver. Et bien, c'est la demande d'Henri, qui en fait a convoqué sa famille de manière exceptionnelle pour parler un petit peu de son avenir, de ses investissements futurs et accessoirement de son ravitaillement. Parce que lui, en fait, il vit à Paris le reste de l'année. Et vu que bah on est en temps de guerre, qu'on sait pas trop ce que ça va donner et que peut-être il va se retrouver coincé à Paris, bah, il voudrait savoir comment on va s'organiser pour lui envoyer de la bouffe et tout ce qu'il faut pour pas qu'il meure de faim et de tout ce qui s'ensuit. Donc c'était le motif de cette réunion familiale. Un peu bizarre quand même, mais voilà, c'était le motif. Donc bah je vais pas vous mentir, il n'y a pas 50 000 suspects à ce moment-là, nous avons que notre pépite internationale qui est Henri. Voilà. Et là, bah, y a un premier truc qui va aller en sa défaveur, c'est qu'on va retrouver en fait au niveau de son pouce et de son index, ici, un pinceau. Petit pincement, quoi. Qui peut correspondre à la serpe qui a été utilisée comme arme du crime, parce qu'en fait, le manche de cette serpe était un peu cassé, ce qui fait que quand tu la prenais en main, ça pouvait te faire une petite entaille ici. Pareil, Henri a réponse et va expliquer que bah il a juste voulu arracher en gros un piton d'un mur en pierre, et qu'au moment où il a voulu le retirer, il s'est blessé. Python qui ne sera jamais retrouvé par les enquêteurs. Alors Python, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais je pense que ça devait être juste un clou ou quoi qui devait être coincé dans le mur. Mais en tout cas, il sera jamais retrouvé. Ceci dit, en même temps, il va pas le garder, il va pas en faire une collection. Et là, on apprend que la serpe utilisée, elle appartient à la famille des Tolus. Famille voisine. Mais qui vont expliquer qu'ils l'ont empruntée à la demande d'Henri
le 17 octobre, quelques jours avant les meurtres. Quand même pas de chance. Les timings ont quand même pas de chance. Pile poil, il l'emprunte quelques jours avant. Alors lui, il avait expliqué à la famille que s'il l'avait emprunté, c'est parce qu'il avait une porte qui était coincée, donc il voulait utiliser la serpe pour la décoincer. Bon, les timings sont pas bons. Si vraiment c'est pas lui, et qu'il est vraiment innocent, il a vraiment des timings qui sont très mauvais, d'accord? Et là, on va avoir un autre intervenant qui fait partie de la famille Tolu, donc qui est le fils, qui s'appelle René, qui lui va expliquer qu'il est parti de chez ses parents vers 20 h pour rejoindre des copains. Et qu'à ce moment-là, quand il est parti, il a vu de la lumière dans le château et qu'il a même aperçu du coup Louise en train de faire la vaisselle. Mais que par contre, quand il est rentré à 21 h 30, il est clair sur les horaires à laquelle il est rentré, bah là, il a expliqué qu'il n'y avait plus aucune lumière. Comme si quelqu'un avait coupé le courant. Voilà. Donc là, on se dit, est-ce que le tueur aurait pu s'introduire dans le château la journée, se faire petit, attendre que tout le monde aille se coucher, ou alors se rendre dans l'endroit où se trouve le compteur, encore faut-il le trouver, coupe le compteur pour mettre tout le monde dans le noir, faire ses crimes et s'en aller. Voilà. Et le problème, les amis, c'est que le compteur électrique, il se trouve où? Eh ben, il se trouve dans la chambre où Henri dormait cette nuit-là. Donc ça veut dire que, sachant qu'à ce moment-là, Henri n'était pas censé dormir, le tueur serait venu dans la chambre, il aurait dit « Coucou, bouge pas, t'inquiète, je sais ce que je fais. » Il éteint le compteur, il saccage tout le monde et il s'en va. Ou, bah le tueur c'est Henri en fait. Il n'y a pas 10 000 solutions, très clairement c'est ce que tout le monde se dit. Il n'y a pas 50 solutions, très clairement. Donc Henri va être emmené à la gendarmerie pour continuer d'être interrogé. Et là on va lui faire un examen médical. De l'époque, toujours. Je rappelle qu'on est à la Seconde Guerre mondiale, les gars. Et là, l'examen médical va révéler qu'Henri est extrêmement propre, mais uniquement des extrémités. Je m'explique. En gros, Henri, on a l'impression qu'il a fait une toilette très prononcée, très minutieuse au niveau des cheveux, du visage, des mains et des avant-bras. Mais par contre, tout le reste du corps est plus ou moins normal. Ce qui colle pas trop avec ce qu'il nous a dit sur le fait que le matin il s'est levé et s'est juste un peu débarbouillé dans sa chambre, sachant qu'en plus, dans sa chambre, il n'avait juste qu'un seau avec de l'eau. Donc pour faire une toilette vraiment minutieuse, ça suffit pas. Donc pourquoi avoir fait une toilette ce matin-là, uniquement de ces parties-là, de manière un peu intensive? Est-ce qu'il voulait cacher des traces ou quelque chose? Ou alors c'est vraiment pas de chance, ce matin-là, il avait décidé de se laver à fond les avant-bras, les mains et la tête, mais c'est tout. Le 25 octobre 1941, donc il va dormir en cellule et il continuera toujours de clamer son innocence et de dire que ce n'est pas lui et que c'est certainement un intrus qui a massacré sa famille, en fait, tout simplement. Il va être interrogé pendant plusieurs jours, mais il va absolument rien dire de plus que ce qu'il a déjà dit. Mais par contre, il va dire un truc un peu bizarre aux enquêteurs, vous en conviendrez. Il va dire, en admettant que je sois coupable, je fais qu'une hypothèse, mais en admettant que je le sois, avez-vous assez d'éléments pour me faire condamner? Je ne suis pas coupable de ces crimes. Je fais une hypothèse. Si j'avais agi sous le coup de la folie, est-ce que je serais guillotiné? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà, qui a parlé de coup de folie? Personne. Donc ça veut dire déjà, limite, il donne le coup. Ça se trouve, il donne déjà le motif. Ça se trouve, il n'y a pas vraiment de motif, c'est vraiment un coup de folie. Il demande si potentiellement il va être guillotiné alors qu'il dit qu'il est innocent. On est d'accord quand même que ça tient pas la route. Personne demande ça. Si vraiment t'es innocent, tu sais qu'il n'y a aucun risque que tu sois guillotiné. Mais là, il demande en effet si potentiellement il était coupable, qu'est-ce qui lui arriverait? C'est quand même pas terrible. En fait, le gendarme qui l'interroge à ce moment-là va lui répondre que non. Non à toutes ces questions. Concrètement, ils ont pas de quoi l'incriminer, ni de quoi le faire guillotiner, hein, très clairement. Et là, on passe du coup au 28 octobre 1941, donc il y a eu l'enterrement des corps. Et donc Henri est officiellement du coup accusé des meurtres de sa bonne, sa tante et son père. Donc il va se passer 1 an et demi avant le procès. Donc 1 an et demi où il va aller passer en prison, je le rappelle. Et pourquoi autant de délai entre chaque? C'est parce qu'en fait, il y a vraiment deux parties qui s'opposent. Il y a vraiment la partie
accusation qui est vraiment certaine de la culpabilité d'Henri et que de toute façon ça ne peut être que lui au vu des éléments qui sont montrés et qui ont été découverts. Et il y a la partie défense qui vraiment pense que Henri est innocent et que le pauvre il n'a rien fait et que c'est plein de circonstances et plein de d'aléas qui ont fait qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment avec des trucs qui contre lui mais en même temps sont pas vraiment suffisants pour l'accuser en fait. Salut Shadow, ça va la forme? Et là, l'accusation va avoir une nouvelle corde à son arc qui va être découverte du coup un peu plus tard. C'est que Henri a volé 100 000 francs à sa tante. Quelques temps auparavant, parce qu'en fait, il a fait croire à sa tante que les Allemands l'avaient arrêté. Et que pour le libérer, il fallait qu'il donne cette somme aux Allemands, sinon il serait certainement exécuté. Donc évidemment, elle s'est pas posé de questions. Et puis on est en temps de guerre, donc elle se dit que c'est tout à fait possible. Donc elle va donner cet argent à un ami d'Henri, qui est complice de ce mytho, qui s'appelle Bernard Lemoine, qui est un ami très très proche d'Henri, qui va revenir un peu plus tard. Et elle ne reverra jamais cet argent, d'accord? Mais on ne sait pas si elle a su que c'était une arnaque et que son neveu l'avait arnaqué, ou si elle ne l'a jamais su. Ça, c'est l'info qu'on n'a pas. Pour le coup, on ne sait pas si elle a su que c'était pas vrai ou pas. Donc, est-ce qu'elle l'aurait découvert et que lors de cette réunion de famille, elle lui aurait demandé de rendre cet argent et que ce serait parti en cacahuète et voilà? Peut-être. Et là, nouveau test médical à réaliser à l'époque, encore une fois. On va faire des tests sur les cheveux d'Henri. Il y a 0 vanne dans ce que je vous raconte, d'accord? On va voir combien de temps ses cheveux ils mettent pour graisser, devenir sales. Parce que la justice pense qu'il s'est lavé les cheveux juste après les meurtres pour se débarrasser des éclaboussures de sang. Henri est pas très chaud pour cette expérience, mais bon, je vais pas vous mentir, il a pas beaucoup de choix. Donc, on va lui faire cette expérience et on va découvrir que ses cheveux graissent en moins de 48 heures. Ce qui voudrait dire qu'il s'est lavé les cheveux après les meurtres parce que le médecin qui était venu faire autopsie a aussi examiné Henri et affirme que ses cheveux étaient très propres au moment des autopsies et des constatations. Ce qui voudrait dire vraiment qu'il a lavé ses cheveux juste après les meurtres. Il y a peut-être autre chose à faire quand toute ta famille vient de se faire liquider. Mais bon. Donc Henri va demander plusieurs fois à être remis en liberté, ça sera toujours refusé, et voyant que... Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas d'avocat, parce qu'il était persuadé qu'il serait innocenté, en fait. Pour lui, c'est évident. Sauf que là, il se rend compte que ça pue un peu, donc il va engager un avocat, qui est aussi un ami de la famille, qui s'appelle Maître Maurice Garçon, qui est un très bon avocat. D'accord? Et qui est sincèrement persuadé qu'Henri est innocent, et que malheureusement, il y a plein de trucs contre lui, qui jouent contre lui, plein d'éléments qui... sont incriminants, mais pas complètement non plus. Donc Henri et Maître Maurice Garçon vont relire tout le dossier d'accusation. Et là, il y a plusieurs trucs qui ressortent qui tiennent pas la route. Premièrement, Henri il dit... Enfin, en gros, les meurtres ont été estimés entre 22 et 23 heures, et il explique à Henri qu'à ce moment-là, il était déjà couché. Donc déjà, ça ne tient pas. Pour eux. Deuxièmement... Henri, même s'il s'est lavé un peu le corps, quand tu tues quelqu'un, généralement tu le tues pas tout nu, donc du coup il aurait eu des affaires avec du sang, avec des gouttes de sang, des traces de sang ou même des traces de défense, et aucun vêtement ne sera retrouvé à Henri ou dans le château avec ce genre de preuves. La blessure à la main qu'on lui reproche qui peut correspondre à la serpe, il explique, ils se disent que ça peut très bien avoir eu lieu quelques jours avant les meurtres. Pourquoi cette blessure-là, elle daterait forcément du soir des meurtres? C'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Qui peut prouver que cette blessure, elle date du jour J des meurtres et pas de quelques jours avant? Puisque la serpe, il l'a depuis quelques jours. Donc là, ils vont lire le témoignage du fils de la famille Tolu, donc René, sur l'histoire des Lumières. Et Henri, lui, va dire « Moi, j'ai une hypothèse. Je sais ce qu'il s'est passé. En rentrant de sa soirée, le fils Tolu, René... sans raison, s'est introduit dans le château et il a tué tout le monde puis il est reparti.
Alors, c'est un peu maigre comme accusation dans le sens où bah, le fils n'avait aucune raison d'exécuter cette famille. Deuxièmement, pourquoi exécuter toute la famille sauf Henri? Bon, voilà, clairement c'est un peu sa ligne de défense s'il veut accuser quelqu'un d'autre pour que lui on lui foute la paix, hein. Faut pas se leurrer. Mais il sait que le témoignage de René l'embête parce que bah, à l'heure où plus ou moins il décrit ça, c'est plus ou moins à l'heure... Enfin, René décrit qu'à cette heure-ci, la lumière était éteinte et qu'à l'heure où il parle de cette lumière éteinte, Henri était censé discuter avec sa tante. Donc ça veut dire qu'il discuterait avec sa tante dans le noir. Personne ne fait ça. Donc soit René ment, soit Henri ment. Quelqu'un ment. Ou quelqu'un se trompe, mais quelqu'un ment en tout cas. Le jeudi 27 mai 1942, le procès a lieu. C'est le jour J. Donc Henri il quitte sa cellule, il se rend au procès. Et au moment de quitter sa cellule, le gardien lui dit « Ne t'inquiète pas, ta cellule pour les condamnés à mort est déjà prête. » Voilà. Les gens étaient tellement persuadés que c'était lui. Les gens sont tellement sûrs que c'est lui, en fait, ça peut que être lui. Au vu du caractère, il est pas du tout apprécié, et au vu de la personnalité qu'il a, les gens n'ont aucun doute sur le fait qu'il aurait pu tout à fait faire ça à sa famille. Donc même le gardien de prison, en fait, dit « Toi, de toute façon, tu vas finir avec la tête en moins. » Voilà, très clairement. Donc la salle du tribunal, elle est bondée de journalistes, d'avocats, des villageois qui viennent voir ce qui... Mais en fait, ce monstre, en fait, qui n'a pas... qui, en sang-froid, a tué le reste de sa famille, puisqu'il avait déjà pu sa mère. Et donc là, pareil, hein, c'est un autre mood. Le juge va faire déplacer les avocats, accusés, les jurés, etc., au château, pour pas se rendre compte un peu de comment tout ça a pu se passer. Et là, bah, y a un nouveau truc qui va ressortir, qui met à mal Henri, c'est que, comme je vous l'expliquais, il a le compteur électrique dans sa chambre. Et les gendarmes, dans leur rapport, ont expliqué que sur le compteur électrique, il n'y avait pas de poussière. Alors que je le rappelle, c'est un château auquel ils viennent 1 fois à 2 fois par an, grand maximum. Autant vous dire que le ménage n'est pas fait de manière très régulière. Donc pourquoi, sur ce compteur, il n'y a plus de poussière? Ça veut dire que quelqu'un y a touché. Henri va expliquer que bah, c'est normal parce qu'en fait, quand il est arrivé à Esquire, avant que son père et sa tante soient là, il y a eu une coupure de courant, et donc il a dû changer un fusible, et pour changer le fusible, il fallait qu'il coupe le courant, et donc bah forcément c'est normal qu'il n'y ait pas de poussière à cet endroit-là. Ok, ça se tient. En vrai, ça se tient. Qui peut dire que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de coupure de courant? C'est un château, c'est très difficile d'entretien, des coupures ça peut arriver quand même relativement quotidiennement, donc en soi ça se tient, ça peut tout à fait être ça. Et là le juge veut refaire l'expérience de bruit. Parce que du coup, ça avait été réalisé avec les gendarmes, mais là, il veut refaire la même chose. Donc, ils se mettent dans la pièce où Henri a dormi, les autres dans les pièces du crime, et on hurle, et on fait du bruit pour voir si on n'entend rien. Et encore une fois, on confirme, Henri n'aurait rien pu entendre de sa chambre. Donc ça, pour le coup, il n'a pas menti, c'est vrai, il n'a rien pu entendre de sa chambre s'il a vraiment dormi dans cette pièce-là. Et là, on va faire un peu un tour du château, pour voir un peu les autres pièces. Et en fait, il y a un espèce de petit bureau. En fait, avec une fenêtre qui est ouverte et des scellés de police qui ont été un peu bazardés. Concrètement, comme si quelqu'un s'était introduit dans le château pendant qu'Henri n'était plus en liberté, mais était en prison. Et Henri explique que c'est plus ou moins normal parce que bah, ça peut arriver qu'il y ait des voleurs qui viennent. Et encore plus par cette fenêtre parce qu'elle est connue pour mal se fermer, si bien que la famille avait mis un système D en place. C'est-à-dire que la fenêtre, si tu arrivais à rentrer dedans, la porte de ce bureau était fermée, de ce cabinet était fermée. Mais donc après, si tu veux accéder au reste du château, il fallait que tu ouvres la porte. Et en ouvrant la porte, ça poussait une valise qui se trouvait derrière. Et donc ça faisait un bruit monumental. Et donc ça aurait réveillé tout le monde. Technique système D, on critique pas, d'accord. C'est... c'est du système D, c'est les alarmes à l'époque, d'accord? Il n'y avait pas Vérissure. Et donc, on relit encore une fois le rapport des gendarmes. Et bah, le jour des meurtres, la porte était ouverte, avec la valise le long du mur. Mais par contre, c'est pas précisé si la fenêtre de ce cabinet était ouverte ou non.
Donc, on est en train de dire que peut-être un intrus aurait pu passer par la fenêtre, saccager tout le monde et repartir. En gros, c'est ça. Et donc là, l'avocat, il a un peu une petite brèche, l'avocat d'Henri, et il se dit, c'est le moment ou jamais de prouver que peut-être quelqu'un s'est introduit, un inconnu, et que c'est lui, en fait, qui a exécuté toute la famille. Et donc, en fait, là, il y a un test qui est réalisé sur la fenêtre. Parce que concrètement, je vais pas vous faire un dessin, c'est des vieilles fenêtres en bois, d'accord, de l'époque. Et donc, en fait, il fallait juste pousser avec tes mains un peu les fenêtres. Tu voyais le loquet, et avec un bout de bois, tu levais le loquet, et hop, la fenêtre, elle était ouverte. Vraiment, c'était pas compliqué si t'avais envie de cambrioler quelqu'un. Donc, l'avocat, c'est ce qu'il va reproduire. Et donc, tout le monde peut le faire. Donc, quelqu'un s'est introduit. C'est pas Henri, c'est un inconnu qui est venu et qui a tué tout le monde. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça tient pas s'il y a encore le témoignage de René sur l'histoire du compteur qui se trouve dans la chambre d'Henri. Parce que si le tueur a mis tout le monde dans le noir pour exécuter ses crimes, il a forcément dû aller dans la chambre d'Henri, donc Henri l'aurait vu. Donc le témoignage de René, il est toujours là, en fait, il bloque toujours en fait la défense d'Henri, tout simplement. Et donc le lendemain, justement, cette famille va être amenée à témoigner. Et là, René va expliquer qu'il est plus très sûr de son heure de retour. Il était certain que c'était 21h30, mais finalement, il n'en est plus sûr. Il pense que c'est plutôt 21h. Donc là, tout le monde se dit, ah finalement, le seul témoignage qui mettait à mal Henri, il est même plus fiable. Salut Brekniz, comment ça va? Mais René, c'est un gros mytho. Je sais pas si c'est un gros mytho ou si tout simplement il s'est juste trompé. On est à 30 minutes, c'est pas non plus énorme, tu vois. Il nous a pas dit 22 puis après minuit, tu vois. Donc voilà. Et donc là, l'avocat d'Henri, donc maître Maurice Garçon, va demander si les Taulus ont chez eux une meuleuse. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une meuleuse, c'est pour affûter un petit peu les outils. Et parce que, selon les experts, la serpe qui a servi pour les assassinats avait été affûtée juste avant les meurtres. Et donc la famille va répondre que oui, ils ont bien une meuleuse, mais que par contre, quand ils l'ont donnée à Henri, elle n'était pas affûtée du tout. En tout cas, eux ne l'ont pas affûtée pour lui. Et là, encore une fois, on les interroge. On pose la question au père de famille, Romain Taulu, et on lui dit « Mais pourquoi chez vous, on a retrouvé, le jour des meurtres, 2 pantalons tachés de sang ?» Et là, il va dire, écoutez, j'ai été chassé, malheureusement, je me suis blessé, c'est des choses qui arrivent. Voilà, ça veut pas dire que j'ai tué quelqu'un. Et encore une fois, l'ADN n'existe pas à ce moment-là, donc est-ce que c'est vraiment du sang d'animal? Est-ce que c'est vraiment le sang de Romain? Ou est-ce que c'est le sang de la famille qui a été exécuté? On ne saura jamais. Victoria, donc là, elle va réexpliquer que quand elle a prêté la serpe à Henri, c'était parce que apparemment une porte était coincée et qu'il avait besoin pour l'ouvrir. C'était le motif du prêt de cet outil. Et la nouvelle intervenant, quand même, on ne l'oublie pas, les filles de la servante, Louise, ont pris un avocat, se sont portées partie civile. Et donc c'est Maître Bardon de Marzide qui va prendre la parole. Et lui va expliquer que déjà, on a fait le tri, il n'y a pas d'histoire de cambriolage, il n'y a pas de crimes frauduleux, de vol, de crimes politiques ou quoi que ce soit. On sait que déjà, c'est pas tout ça. Encore une fois, lui, il estime que l'écart de 30 minutes qu'il y a entre 21h30 ou 21h concernant le retour de René à son domicile, c'est pas important, c'est pas énorme, c'est un petit écart. Et que l'ouverture, en fait, par l'avocat d'Henri ne prouve absolument rien, puisque quand les gendarmes sont arrivés sur le lieu, eux, ils vont dire qu'il n'y a eu aucune effraction. Donc on peut en déterminer que cette fenêtre était fermée à ce moment-là, et que peut-être elle a été ouverte un peu plus tard. Et par ce fait, Henri aurait pu tout à fait lui-même poser la valise le long du mur pour faire croire à un intrus qui se serait introduit chez eux. Et donc là, avant le rendu du verdict, concrètement, Henri sait qu'il est un peu dans la merde. Prière pour Henri. Et donc l'avocat, il lui reste pas grand-chose pour prouver aux gens qu'Henri est innocent. Et donc, la seule défense qu'il a, finalement, c'est d'attaquer la famille Taulu. Voilà, c'est gratuit. Il va expliquer que qui connaît le château par cœur, hormis Henri, bien sûr. Qui y va régulièrement. Qui pouvait y entrer et s'y diriger, qui connaissait les lieux. Qui
pouvait reprendre la serpe qui avait été empruntée par Henri sans que ça pose de questions à personne, sans que ça ne choque personne. Qui s'est trompé sur l'heure de retour de sa soirée? Chez qui on retrouve le pantalon ensanglanté? Et donc l'avocat va finir par par clôturer en disant le motif pour lequel ils auraient pu tuer ces gens, c'est l'argent. Voilà, tout simple. Le fameux c'est des pauvres, c'était des riches. Ils ont tué les pauvres, tué les riches pour être un peu moins pauvres. Le cliché à l'état pur. Et là en fait on va avoir une information qu'Amélie, la tante, avait retiré une certaine somme d'argent quelques jours avant les meurtres et qu'elle l'avait ramenée au château, mais cette somme ne sera jamais retrouvée. Donc, c'est pareil, est-ce que tu te dis, est-ce que la famille vraiment... Effectivement, ça se tient, la famille à côté, peut-être qu'elle manquait d'argent, elle a peut-être vu la tante retirer l'argent et se dire bah ok c'est le moment, et peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de tuer ces gens-là, mais qu'ils se sont retrouvés nez à nez, peut-être en faisant un peu trop de bruit, donc effectivement cette thèse un peu de cambriolage qui tourne mal. Est-ce que cette famille les prenait un peu trop de haut et qu'à force ils en ont eu marre et qu'ils ont voulu se venger? Ça pourrait être plein de choses, mais encore une fois, pourquoi épargner Henri? C'est toujours pareil, pourquoi tuer à la limite la servante qui elle n'a rien à voir et qui est certainement aussi pauvre que la famille Tolu? Pourquoi tuer absolument tout le monde sauf Henri? Encore une fois, c'est bizarre. Pourquoi juste l'épargner lui? C'est le seul truc, moi, qui me fait tiquer, en fait. Donc, l'avocat d'Henri, il estime qu'il faut refaire des analyses contre la famille Tolu, que tout ce qui est contre son client ne tient pas la route, que c'est bancal. Et Henri dira, juste avant le verdict, « Je suis innocent, je me serais fait tuer pour sauver mon père. » Voilà. Les jurés vont mettre moins de 10 minutes à se mettre d'accord et à donner leur décision. Pour vous, je vais vous faire un peu de teasing. Est-ce que Henri a été acquitté ou pas? Est-ce que vous pensez qu'Henri a été déclaré coupable ou non coupable, avec tous les éléments qui ont été à charge contre lui, avec les témoignages contre lui, que ce soit des villageois qui le décrivent quand même pas de manière très positive, que ce soit de la famille Tolu qui donne un argument qui le met à mal quand même? Ça fait beaucoup. Est-ce que pour vous, il a été déclaré coupable? Eh ben, il a été acquitté, en fait. Il a été déclaré non coupable. Voilà, tout simplement. Alors, on aurait pu se dire, bah ça s'arrête là. Voilà, il est déclaré non coupable. Finito, c'est réglé, l'histoire est terminée. Mais en fait, les juges et les gendarmes le croient coupable. Et donc n'ont pas envie d'arrêter les investigations ici. Et veulent tout faire pour relancer l'enquête. Et donc, le problème, c'est que la justice va réclamer quelques milliers de francs à Henri pour mener une enquête contre la famille Tolu, qui potentiellement pourrait être la famille qui a fait ce massacre. Personne ne veut reprendre l'enquête, donc c'est très compliqué. Et l'affaire, en fait, ne sera jamais relancée parce que Henri refusera toujours de donner l'argent pour relancer l'enquête. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est vraiment pas toi, et qu'on t'a vraiment retiré ta tante et ton père, la bonne à la limite, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas un membre de sa famille, vraiment, mais on te prive de ton père et de ta tante. Déjà, niveau sentimental, c'est extrêmement violent. Accessoirement, c'était un peu eux qui te filaient toute la thune. Et tu ne veux pas savoir qui a fait ça. Tu te dis pas que peut-être t'es le prochain sur la liste, que peut-être cette personne-là t'a oublié et va te faire du mal plus tard. Moi, c'est là que ça me fait tiquer. Et je me dis, il aurait pu être innocent parce qu'effectivement, les peu d'éléments qu'on a contre lui, c'est pas des trucs probants, c'est pas des choses qui peuvent être faits uniquement sur l'instant T, c'est des choses qui auraient pu arriver quelques jours avant ou quelques jours après. Mais là, pourquoi ne pas vouloir savoir la vérité? Pourquoi ne pas vouloir savoir qui a fait du mal à ta famille? C'est extrêmement bizarre. Et surtout qu'il a les moyens, puisque dans tous les cas, sa tante et son père sont morts, donc c'est lui qui récupère toute la fortune de la famille. Donc il avait les moyens de payer en plus. Et donc il va jamais relancer l'enquête. Lui, son avenir va être plutôt pas mal quand même, parce qu'en fait, il va changer de nom. Il va se faire appeler Georges Arnaud.
Donc Georges Arnaud, Georges le prénom de son père, Arnaud le nom de famille de sa mère, avant qu'elle soit mariée. Il va devenir écrivain, et il y a un de ses romans qui sera même adapté en film, Le Salaire de la peur. Donc il va quand même bien vivre. Il va partir vivre en Amérique du Sud, après cette affaire, puis en Algérie, parce qu'il va dire qu'il ne fait plus confiance à son pays au niveau de la justice. Voilà. Il donnera plus de nouvelles à son avocat, ils n'auront plus aucun échange, mais par contre son avocat va se rendre compte quand même qu'avant son départ, il a été marié et qu'il a eu 2 enfants, mais qu'il a abandonné femme et enfants pour partir vivre en Amérique du Sud. Très courageux le garçon, encore une fois. Et cette histoire va se terminer par l'intervention de son ami très proche, qui l'avait aidé pour piquer de l'argent à sa tante, qui s'appelle Lemoine, Bernard Lemoine. Qui va lui rendre visite en Algérie, en fait, très longtemps après tout ça. Et ils vont beaucoup discuter. En fait, au cours d'une conversation, il va lui dire « Écoute, c'est fini maintenant. Tu peux me le dire. Tu les as tués ou tu les as pas tués ?» Et Henri va répondre « Oui, je les ai tués. » Il va lui expliquer qu'en fait, s'il a été acquitté, c'est grâce à un complot mis en place par son avocat qui en fait a réussi à mettre pression au juge. Le juge a mis pression aux jurés pour que les jurés aient très très peu de temps pour délibérer et rendre leur verdict. Vrai ou pas vrai cette conversation? Compliqué de savoir. Donc Henri décédera en 1987 à l'âge de 62 ans. Et on découvrira un peu plus tard que le juge qui avait traité cette affaire avait été lié à des affaires d'arnaque avec un très gros escroc parisien qui sera, lui, plus tard, l'escroc retrouvé sandwiché chez lui. C'est la fin de cette histoire. Donc, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui a tué cette famille. On ne sait pas pourquoi Henri n'a pas voulu savoir. Et j'aimerais savoir si vous pensez qu'il est coupable. Moi, très honnêtement, j'ai du mal à croire que... Même sans la conversation avec son ami, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui rajoutent un peu leur grain de sel, etc. Donc tu peux pas vraiment savoir si c'est fiable. Mais même sans la conversation avec son ami, c'est très compliqué quand même de se dire que... Moi, c'est le fait que toutes les personnes présentes au château aient été tuées, sauf lui. Alors que tout le monde savait qui était présent au château. Même la famille Tolu. Même si, admettons, la famille Tolu aurait pu tout à fait aussi être responsable et peut-être vouloir voler de l'argent parce qu'ils s'en sortaient plus. C'est tout à fait possible. On est dans une époque très difficile. Donc les gens, parfois, bah, quand tu n'arrives plus à manger, tu en arrives à faire des choses que tu n'aurais jamais faites avant. Mais pourquoi laisser Henri vivant? Ça tient pas la route. Pourquoi en laisser un de vivant qui, en plus, aurait peut-être pu donner un témoignage, peut-être même les mettre, les voir ou les surprendre, et peut-être après, voilà, les témoigner contre eux. En fait, ça tient pas la route. Moi, c'est le fait que ce soit le seul survivant qui me paraît bizarre. Mais ce qui me tue, c'est de me dire que, bah, si c'est vraiment pas lui, il est tellement égoïste, et il pensait tellement qu'à l'argent, que ça l'a même pas intéressé de savoir qui avait fait du mal à son père et à sa tante. Il est parti avec le fric et il a dit ciao, quoi. Genre, je trouve ça incroyable, en fait.